Merci, bonsoir à tous. Je remercie Clémentine Schilt de m'avoir invité à vous parler ce soir de l'anaphylaxie. Donc moi je suis immunologiste à l'hôpital Bichat et responsable du laboratoire qui est en charge du diagnostic des allergies. Et puis j'enseigne l'immunologie à la faculté de pharmacie de Paris-Sud. Donc on va essayer ce soir de réfléchir un petit peu comment un pique-nique très agréable dans les champs au soleil peut se transformer en quelque chose d'un peu cataclysmique avec des cacahuètes à l'apéritif, des petits sandwichs à la crevette ou quelques jolies abeilles, où on va aussi voir comment une intervention chirurgicale tranquille et simple peut aussi se transformer en quelque chose de beaucoup plus angoissant, en tout cas pour le clinicien. Donc on va commencer par un tout petit cas clinique d'un exemple au bloc opératoire avec une femme de 40 ans qui a des petits antécédents de rhinite allergique pollinique sans problème particulier et qui est opérée pour une appendicite aiguë sans angoisse particulière. Par contre, vous voyez qu'aux 2 minutes après l'induction de l'anesthésie générale, avec du propofol qui est un hypnotique et du suxamétonium qui est un curare myorelaxant, la patiente fait brutalement une hypotension majeure, une bradycardie, un bronchospasme, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus respirer du tout, et l'hypothèse du réanimateur à ce moment-là, ça va être soit un surdosage en médicaments, soit un infarctus du myocarde, soit une embolie pulmonaire, soit un choc anaphylactique. Et donc, c'est bien un choc anaphylactique dont souffre cette patiente. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe la libération massive d'un très très gros nombre de médiateurs par différentes cellules de l'organisme. On verra un petit peu lesquelles juste après. Et on va libérer, c'est dommage, oui, la diapositive est coupée en haut, en bas. On a la libération de très nombreuses enzymes, comme la tryptase, la chymase, des facteurs chimioattractants, la sérotonine, des facteurs issus des plaquettes, et puis cette fameuse histamine qui est prête dans les granulations des cellules, un médiateur prêt à l'emploi, qui est une vraie bombe, comme a dit Rémi Couder tout à l'heure. Et puis cette histamine, elle est capable de se fixer en particulier sur certains récepteurs qu'on appelle H1, qui sont situés sur plein d'organes et en particulier vont expliquer la bronchoconstriction, la vasodilatation, la diminution de la conduction, la bradycardie chez la patiente. Et puis on a aussi certains médiateurs qu'on appelle néoformés parce qu'ils sont un tout petit peu transformés au moment du choc, qui sont issus de la famille de l'acide arachidonique. Sur le plan clinique, eh bien, on a d'abord des signes cutanéo-muqueux, souvent, mais c'est difficile à voir au bloc opératoire puisque l'individu est recouvert totalement de champ, donc on passe à côté un petit peu. Ces signes cutanéo-muqueux sont surtout dans les régions riches en mastocytes qui sont la face, le cou, la région antérieure du thorax. Ça peut se généraliser. On va avoir souvent une urticaire ou alors un érythème extrêmement violent que les réanimateurs appellent rouge homard, et puis souvent un œdème de Quincke, dont vous voyez l'image chez ce petit garçon ici, avec un œdème de la face, du cou, jusqu'au larynx, pouvant amener à l'asphyxie. Les signes cardiovasculaires qui sont donc la gravité, c'est une vasodilatation violente, une augmentation donc de la perméabilité capillaire qui va générer cet œdème, une hypotension, une dysfonction cardiaque, qui peut être de différentes origines cliniques, je ne vais pas m'étendre là-dessus, et on peut aboutir à l'arrêt cardiaque, qui est évidemment la chose la plus sévère. Alors là, vous ne voyez pas, mais quelle est la prise en charge thérapeutique de ce choc anaphylactique au bloc opératoire? Et là, je vous ai mis, là, il y avait le logo de la Société française d'anesthésie et de réanimation qui a édicté des recommandations. Donc, on a ces chocs sont classés selon leur sévérité. Là, le grade 1, c'est juste une histoire cutanéo-muqueuse, il n'y a pas de prise en charge particulière. Les grades 2 à 4, c'est des signes de sévérité croissants, avec des atteintes multiviscérales de plusieurs organes, aboutissant à l'arrêt cardio-respiratoire en bas.
Et le traitement, c'est tout simple, ça va être de l'adrénaline, à partir du stade 2 jusqu'à 4, de l'adrénaline à dose croissante, en intraveineuse ou en perfusion si tout va mal, toutes les minutes si tout va très mal. Donc c'est facile, c'est le traitement de la réaction anaphylactique sévère. Donc je pense que maintenant, après cette petite description clinique, on peut définir l'anaphylaxie. Vous voyez que c'est une réaction allergique rapide, systémique et sévère, pouvant mettre en jeu le pronostic vital, et c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser. Alors l'épidémiologie, c'est comme pour l'allergie alimentaire, il y a de très nombreuses études, c'est pas très simple à analyser. Ah oui, là aussi il y a un problème en bas, sur l'écran ça va. On a le risque d'anaphylaxie globale générale dans la population générale, ça serait 1,6%, c'est pas rien quand même. C'est beaucoup plus chez les patients qui se disent et qui se connaissent allergiques. L'incidence serait de 42 pour 100 000 aux États-Unis. L'augmentation est effectivement très importante, les courbes sont exponentielles. Ou est-ce que peut-être on peut rajouter aussi que le diagnostic est meilleur, et ça rentre peut-être en compte, et tant mieux, ça rentre en compte dans les chiffres qui augmentent. La mortalité 0,3%, bon, c'est pas énorme, mais quand même, on doit pouvoir l'éviter. Et la récurrence aussi, il faudrait l'éviter. 17% annuel chez les enfants. Il faudrait éduquer mieux les enfants et les parents. Les principaux adducteurs, c'est simple, c'est les aliments, les venins, les médicaments. Donc on va voir un petit exemple de chacun de ces principaux adducteurs, qui sont différents, comme Rémi vous l'a dit, chez l'adulte et chez l'enfant. Ça, fonction de l'alimentation, du mode de vie, tout ça, c'est pas la même chose. Alors, l'exemple de l'aliment, c'est l'arachide. On continue notre histoire de l'arachide, qui est the perfect allergen, comme avait titré un article il y a quelques années. Donc là, vous avez une petite arachide qui est KO par terre, en réanimation. L'allergie aux arachides, c'est 0,5 à 2% des enfants. Ça augmente sans arrêt, essentiellement à cause du régime alimentaire. C'est la première cause d'allergie sévère aux États-Unis chez les enfants. La sensibilisation croisée au pollen, vous l'avez vu, elle existe, il faut vraiment y réfléchir. On a défini effectivement, comme l'a dit Rémi, l'ARAH2 et puis aussi l'ARAH6 comme association forte à la sévérité. Donc il faut typer les enfants et savoir contre quels IgE spécifiques il a. Et ce qu'on peut dire ici, c'est ce soir, pour ne pas faire trop simple sur l'arachide, c'est qu'on a quand même pas mal d'options thérapeutiques innovantes qui arrivent, qui sont là. L'immunothérapie allergénique épicutanée par patch est efficace. Quelques études viennent de le montrer et c'est facile chez un enfant de coller un patch. C'est plus facile que toutes les autres voies. L'immunothérapie allergénique par des nanoparticules vient d'être décrite avec des allergènes fixés sur des nanoparticules. Et puis même la thérapie génique avec un transfert de gènes codant pour un anticorps anti-IgE proche de l'omalizumab qui permet d'avoir définitivement cet aspect thérapeutique tout à fait innovant pour l'arachide. Deuxième exemple, ce sont les venins d'hyménoptères, très pourvoyeurs de choc aussi. Alors ces jolies abeilles, guêpes, frelons, bourdons, sont capables de vous transformer la vie brutalement. Là aussi, on ne va pas rentrer dans les détails, je vous ai mis un tout petit peu de chiffres et puis de données originales, optimistes. La prévalence, 0,3 à 3,5% de la population, c'est pas rien non plus. Bonne nouvelle, l'immunothérapie allergénique est efficace, très efficace chez les patients, chez tous les patients, sauf peut-être un certain sous-groupe de patients. Mais les effets secondaires à l'ITA existent, sont fréquents, il faut faire attention. Et puis il y a de récentes hypothèses, et je crois que des gens ici dans cet institut travaillent là-dessus, sur le fait que c'est comme une espèce de vaccination, peut-être chez les apiculteurs en particulier, c'est que au fur et à mesure de s'immuniser, on peut aussi se protéger. Et donc le côté protecteur a été évoqué par l'induction de cette réponse spécifique TH2. Donc ça, c'est des choses un peu originales et je crois que c'est un sujet qui est un peu développé ici.
Et le troisième exemple, donc on va revenir à notre choc anaphylactique au curare, c'est les médicaments, très pourvoyeurs de choc. Les antibiotiques, on ne va pas détailler, mais énormément de choses sont connues sur les allergies aux bêta-lactamines et où restent encore inconnues. L'aspirine, les produits de contraste iodé et le gadolinium utilisés par les radiologues et pour les IRM, le gadolinium. Notre curare myorelaxant, on va en reparler un petit peu après. Et puis j'avais envie aussi de vous mettre une diapositive sur les anticorps monoclonaux qui sont très utilisés maintenant de plus en plus en thérapeutique, très efficaces dans certaines maladies, très chers pour la communauté. Et on a décrit maintenant des chocs anaphylactiques avec ces 4 molécules-là, qui sont parmi les plus utilisées maintenant, que ce soit dans la polyarthrite rhumatoïde, dans le lupus. Et donc il est important de savoir qu'on peut s'immuniser, c'est pas très étonnant, contre ces molécules avec des IgG qui vont bloquantes, qui font que le médicament n'est plus actif. Ça, c'est un effet secondaire. Mais on peut aussi fabriquer des IgE spécifiques et déclencher un vrai choc anaphylactique. C'est de plus en plus documenté. Mais on peut se désensibiliser, donc ça peut être, pourquoi pas trop mal. Alors revenons à notre bloc opératoire et prenons à nouveau cet exemple de choc anaphylactique au myorelaxant curare pour montrer à quel point il est important de savoir réfléchir vite et bien à ce moment-là. On est réanimateur, on doit vite réfléchir. Si la réaction anaphylactique a lieu juste avant l'induction d'anesthésie, ça peut être en cause, le médicament en cause peut être l'antibiotique, la solution de remplissage, le latex. Si c'est juste au moment d'induction anesthésique, c'est très probablement le curare. Les hypnotiques, les morphiniques, c'est rarissime. Et si c'est juste après, quelques minutes après, eh bien ça peut être le latex, des gants en latex, mais il y en a de moins en moins utilisés. Ça peut être les désinfectants, ça peut être les produits de contraste iodé, ça peut être les colorants que quelquefois on injecte. Alors les médicaments responsables du choc anaphylactique au bloc opératoire, il y a de belles études épidémiologiques qui sont faites en particulier en France par un groupe qui s'appelle le GERAP. Eh bien ce sont les curares myorelaxants en premier, le latex, les hypnotiques, les antibiotiques. Globalement, on a 100 réactions anaphylactiques par million d'anesthésies en France. Ce sont les chiffres à peu près de l'ASFAR à l'heure actuelle. Le curare incriminé, c'est la plupart du temps celui qui s'appelle succinétonium ou cellocurine, qui est le plus impliqué. Et puis on a d'autres molécules qui sont en ordre décroissant ici. Elles ont toutes des structures très proches, avec une structure commune qui est un ion ammonium trisubstitué qui va être la cible de la réaction immunitaire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire au moment du choc avec des visées diagnostiques? Eh bien, comme on l'a vu à l'instant avec Rémi Couder, l'histoire clinique, absolument essentielle. Il faut que tout soit noté, tout soit écrit au moment de l'anesthésie. Les prélèvements biologiques, il faut les faire selon une certaine stratégie que je vais vous définir dans une seconde. Pas pour les doser tout de suite, ça ne servirait à rien tout de suite, mais tout de suite, il faut réanimer le patient avec de l'adrénaline, mais tout de suite, on va prélever pour doser un petit peu plus tard. Et on va doser les IgE spécifiques, on va mettre de côté pour les IgE spécifiques, et puis on va doser l'histamine et la tryptase pour établir l'existence d'une réaction allergique. L'histamine, c'est pour la dose, parce qu'elle va être libérée tout de suite dans les minutes qui suivent, mais elle ne va pas rester très longtemps dans la circulation. La tryptase, elle va être sécrétée pendant quelques heures, elle va être présente pendant quelques heures, donc on a un petit peu plus de temps, et on va la doser sur un prélèvement réalisé dans les 2 heures. Et il faudra aussi avoir un prélèvement sanguin le lendemain, parce qu'il y a des patients qui ont des tryptases de base un petit peu élevées, physiologiquement, d'autres qui ont une mastocytose, qui est une maladie rare, mais avec une prolifération clonale de mastocytes qui donne un niveau de base de tryptase élevé. Donc pour juger d'une augmentation, il faut bien avoir un chiffre de base, et c'est quelque chose qui était un petit peu controversé, mais je pense que c'est quand même important d'avoir ces 3 chiffres, 15 minutes, 2 heures, le lendemain,
pour juger d'une réaction anaphylactique. Alors ensuite, une fois que tout s'est bien passé, on va, avec 6 semaines de délai, faire les tests cutanés comme on vient de vous le dire, l'exploration des basophiles, et ça permettra de juger la molécule en cause et éventuellement donner des pistes pour des molécules alternatives qui seront utilisées ensuite. Alors, on a vu, la prise en charge thérapeutique immédiate, c'est l'adrénaline, il faut juste retenir ça. Au bloc opératoire, c'est la situation, on va dire, idéale, puisque le patient a une voie veineuse, des médecins autour de lui, des machines, on peut lui injecter tout de suite ce produit. Lorsqu'on est, et au bloc opératoire aussi maintenant, on peut injecter cette molécule qui s'appelle Sugamadex, qui contrecarre les effets du rocuronium, un autre curare. Si on est en promenade ou en pique-nique, ce qu'il faut, c'est s'injecter brutalement et violemment au travers du jean dans un muscle l'adrénaline avec un stylo que l'on a sur soi lorsqu'on sait qu'on est éventuellement susceptible de faire ce genre de réaction. Il faut savoir le faire. Les enfants, on leur apprend à se le faire à un certain âge. Et puis ensuite, plus tard, tranquillement, on aura des prises en charge thérapeutiques classiques avec des molécules antihistaminiques, l'immunothérapie allergénique avec toutes ces différentes voies. Et c'est pas marqué ici, vous ne voyez pas, les anticorps monoclonaux anti-IgE, omalizumab et ces génériques, qui permettent de vraiment traiter au long cours ces patients. Donc tout ce que je viens de vous dire, ça, c'est clairement résumé dans cette revue générale et ces recommandations internationales de 2011, mais qui sont tout à fait valables encore, avec la séquence de grand 1, grand 2, grand 3, pour arriver à bien documenter cette allergie, la prendre en charge, garder les documents pour les patients et savoir exactement ce qu'on a. Donc l'éducation est là est très importante. Alors pour terminer, on va quand même faire un tout petit peu plus d'immunologie. Vous savez, ou vous l'avez revu avec Rémi, qu'il y a un mécanisme classique, un dogme de la réaction anaphylactique avec un allergène qui se fixe sur des IgE spécifiques, elles-mêmes fixées par leur fragment FC sur des mastocytes, des basophiles, une signalisation cellulaire intense et une libération très rapide des médiateurs actifs comme l'histamine et les signes cliniques de l'anaphylaxie. Sauf que nous, on a fait l'hypothèse, avec tout un petit groupe de personnes dont je vous reparle dans une seconde, qu'il existe peut-être aussi d'autres mécanismes, en particulier un mécanisme alternatif supplémentaire, avec cette fois-ci le même allergène, qui se fixe aussi sur des immunoglobulines, mais d'isotype IgG, qui est fixé par le Fc gamma récepteur sur des neutrophiles, par exemple. Et cette fois-ci, l'activation aurait comme conséquence de libérer les médiateurs du neutrophile, en particulier le PAF, le Platelet Activating Factor, qui fait donc ce gros PAF dans la figure du consommateur ici, et qui participe aux signes cliniques de la réaction anaphylactique. Alors cette hypothèse, elle a été vérifiée par l'équipe de Pierre Bruns et Frédéric Johnson ici, où ils ont montré qu'effectivement, je suis désolée, hein, il en manque un bout, effectivement, dans un modèle murin d'anaphylaxie, les neutrophiles jouent un rôle important, et les IgG aussi, et les Fc gamma récepteurs aussi, puisque avec des expériences de déplétion de neutrophiles, par exemple, ils arrivaient à prévenir fortement ce choc anaphylactique. Donc tout ceci a donné lieu à des très jolies publications, et puis leur envie d'essayer d'aller vérifier ça chez l'homme. Donc nous avons monté ensemble une étude qui s'appelle NASA, Neutrophil Activation in Systemic Anaphylaxis, qui est terminée maintenant. On a mis en place un consortium de 12 hôpitaux de région parisienne et on a étudié 86 patients qui faisaient une réaction anaphylactique sévère au bloc opératoire et 86 patients au bloc opératoire avec des curares sans réaction.
C'est une collaboration entre la PHP et l'Institut Pasteur, et je vais partager avec vous quelques tout petits résultats qui sont non publiés, où nous avons effectivement confirmé chez l'homme qu'il y avait certes une augmentation des IgE spécifiques, mais aussi des IgG spécifiques contre ces curares myorelaxants, et que, vous ne le voyez pas non plus bien ici, c'était corrélé à la sévérité. La concentration en IgG spécifique est tout à fait corrélée à la sévérité du choc. Et puis on voit aussi que la diminution d'expression des récepteurs pour le fragment AFC des immunoglobulines est aussi diminuée, témoin de l'activation. Sur les IgE, sur les basophiles pour les IgE, on s'y attendait. Sur les neutrophiles pour les IgG, on l'a confirmé ici. Et puis certains marqueurs d'activation des neutrophiles, comme l'élastase par exemple, ou des complexes ADN MPO qui sont des marqueurs de la nétose, une autre fonction d'activation des cellules, sont aussi augmentés en rapport avec l'anaphylaxie. Donc tout ça, ça a mis d'autres questions en route, et par exemple, on se dit pourquoi pas d'autres cellules impliquées dans le choc anaphylactique, en particulier les plaquettes, et c'est un travail aussi qui est initié ici en collaboration avec l'équipe de Pierre Bruns, avec des expériences qui semblent montrer que peut-être aussi ces petites plaquettes que vous voyez là autour des neutrophiles, via le PAF, la PAF acétylhydrolase, peuvent aussi participer à ce choc anaphylactique. Donc pour conclure, on m'a demandé de poser quelques questions. Donc il y a beaucoup de questions qui sont encore en suspens pour ces réactions anaphylactiques sévères. Leur incidence augmente, ok, peut-être que c'est aussi un meilleur diagnostic, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Les facteurs de susceptibilité sont peu connus. La prédiction d'une réaction sévère peu connue. On ne sait pas pourquoi un jour et pas un autre, pourquoi cet individu-là et pas un autre. Quelque chose de très compliqué, c'est ces réactions croisées, c'est la chimie pure. La notion de sensibilisation à une molécule et puis réaction à une autre, c'est des choses qu'on ne connaît pas bien du tout et qui méritent beaucoup de réflexion. Et donc pour conclure, je vous ai parlé de cette patiente qui a fait un choc au succinétonium curare myorelaxant. Est-ce qu'elle s'est sensibilisée avec ce même curare au cours d'une anesthésie précédente, à un autre curare, puisqu'on a des réactions croisées avec cette substance, la ammonium ici trisubstituée. Mais cette substance, elle existe aussi dans la folcodine, qui est un sirop contre la toux qui contient de la codéine. Et puis elle existe aussi dans les détergents ménagers. Et puis elle existe aussi, vous ne le voyez pas, dans les teintures pour les cheveux. Donc voilà, on a des interrogations encore très importantes dans les anaphylaxies. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces quarts d'heure un petit peu plus longues des quarts d'heure. Donc on va prendre les questions de la salle sur ces présentations. Pour ce qui est de la cinétique, sensibilisation, réaction, est-ce qu'on a une idée un petit peu du temps entre ces réactions ? Le temps de faire des anticorps, le temps d'arriver à une réponse immunitaire, un minimum de 3 semaines peut-être. Mais est-ce qu'on peut être sensibilisé en faisant quelque chose de très bas et avoir une réaction un temps très très long après Oui, en fait, on le sait que quand il y a eu la réaction. On le sait que quand il y a eu la réaction. Oui, non, c'est pas grave. Oui, en fait, Vous entendez ? Ah oui. On ne le sait qu'après qu'il y avait une sensibilisation, parce que, bien sûr, on ne fait pas de dépistage systématique. Moi, c'était une question que je voulais poser à Sylvie concernant justement la prévention des chocs. Est-ce qu'il serait, j'allais dire, intéressant de faire un dépistage systématique en pré-op, voilà, en particulier pour les curares, parce que, et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait utiliser comme moyen biologique
dans la mesure où je crois quand même savoir que les IgE spécifiques anticurares ont un rendement assez faible. Non, Non, le dosage des IgE spécifiques anti-ammonium quaternaire, c'est pas si mauvais, non. Il y a de bonnes relations, mais je pense que c'est un problème médico-économique. Il y a je ne sais plus combien, il y a d'anesthésie en France par an. Je pense que médico-économiquement, on n'a pas les moyens de doser. Je crois que ça a été discuté, réfléchi, mais pas du tout recommandé par les instances internationales de faire ce dosage systématique en pré-op. Pour l'instant, non. On pourrait le faire pour une catégorie de patients. On pourrait l'envisager pour une catégorie de patients, peut-être. Alors, ceux qui ont déjà eu une opération. Ceux qui ont très d'allergie. C'est pas sûr qu'il y ait un lien avec le fait qu'on soit atopique et le fait qu'on développe. En tout cas, c'est pas. Alors peut-être chez les gens professionnels du secteur ammonium quaternaire ménager ou chez les coiffeurs. Ouais. Pour l'instant, mais il faut y réfléchir. En tout cas, il y a une étude en cours qui s'appelle ALFO, allergie folcodine, où tous les gens qui ont fait un choc anaphylactique à un curare sont maintenant analysés. C'est une étude en cours. Ils sont interrogés et on essaye de savoir s'ils ont pris un sirop à la codéine un jour dans leur vie, en les interrogeant et en leur montrant des bouteilles de sirop, des boîtes, et en essayant de savoir, de pister avec des pièges au milieu des boîtes, en essayant de savoir s'ils se souviennent avoir pris de la folcodine, un sirop de codéine. Et cette étude, qui est très épidémio, permettra de voir si effectivement la consommation de sirop de codéine est un facteur de risque. Ça a été prouvé en Suède, en Norvège, mais pas encore ailleurs. J'ai une question pour Rémi. Si ça va. Vous avez mentionné que les allergènes ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge. Et puis, par exemple, dans le cas de Louise, si je me souviens bien, quand elle était jeune, elle avait une allergie au bouleau. Et puis après, elle a eu cette allergie à l'arachide. Donc, vous avez trouvé des composés communs. Ma question, c'est est-ce qu'elle était toujours allergique au bouleau quand elle a développé son allergie à l'arachide ? Oui, la présence de l'allergie à l'arachide n'élimine pas l'allergie au bouleau, mais qui se manifeste de façon différente et qui est beaucoup moins grave en termes de risque de choc en particulier. Donc, en fait, il y a des molécules en commun, ce sont des fameuses PR10. Mais il n'y a pas que ces molécules-là. Il y en a d'autres qui sont responsables finalement de sensibilisation par les pollens qui ensuite se révèlent par une allergie alimentaire. Donc c'est un cas, j'allais dire, très classique, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais c'est l'allergie à l'arachide qui va faire l'objet de tous les soins parce que l'allergie au bouleau, finalement, c'est saisonnier. Ça sera probablement d'expression de type rhinite, gênant, mais pas très grave. En revanche, à l'arachide, il y a vraiment un risque de choc. Voilà. Et j'ai une autre question. Là, c'est à propos de la sensibilisation, des chocs anaphylactiques suite à des anesthésies. Est-ce qu'il y a par hasard des études qui ont mis en évidence une association entre le nombre d'opérations que la personne a subies et le risque de choc ou de problèmes allergiques ? Je ne sais pas très bien vous répondre. Je pense que oui. Mais là, c'est des données de réanimateurs, d'anesthésistes que je ne maîtrise pas. Les expositions successives sont en général facteurs de réaction grave. Donc oui, probablement. Mais on n'a pas beaucoup d'anesthésie au curare dans sa vie, mais les gens qui ont besoin d'anesthésie successive répétée, il y a quelques personnes dans ces cas-là, effectivement, il faut faire très attention chez eux. J'ai cru comprendre, vous avez mentionné la thérapie génique anti-IgE, si j'ai bien compris.
Est-ce que c'est pas incompatible avec l'hypothèse, c'est-à-dire que si la thérapie génique anti-IgE fonctionne, ce serait pas incompatible avec l'hypothèse des neutrophiles et médiés IgG, ou alors est-ce qu'au contraire la thérapie génique au final ça marche pas si bien? J'ai cru me souvenir d'un papier qui montrait que les souris KO IgE au final elles n'étaient pas si peu démunies, elles n'étaient pas si peu soignées des allergies. Je crois me souvenir d'un truc comme ça, mais Oui, il y a un mécanisme important qui est le mécanisme IgE médié. Certes, bien sûr, notre hypothèse neutrophile, plaquettes et autres, elle va pas tout remplacer. Notre histoire, elle était partie cliniquement du fait que les allergologues et les anesthésistes disaient qu'il y avait à peu près, et on se rendait compte quand on faisait l'examen étiologique des patients qui avaient eu un choc, qu'il y avait 10% des patients chez qui on n'avait pas d'IgE spécifique, pas de basophile activé, pas de test cutané à lecture immédiate positif. Et donc l'anesthésiste disait, mais je vous assure qu'elle a fait un choc, et nous on ne trouvait aucun stigmate d'une allergie IgE médiée. Donc c'était un peu à l'origine de la réflexion qui disait, eh oui, mais il y aurait peut-être d'autres cellules. Et donc il y a eu des discussions en particulier avec Marc Déron ici, il y a quelques années, qui disait, ben oui, mais tout le monde sait qu'il y a des IgG spécifiques contre les allergènes aussi, et que peut-être qu'il faudrait les exposer autrement. Donc ça a été l'hypothèse pour aller un peu plus loin dans d'autres mécanismes alternatifs. Mais il n'empêche que, bien sûr, l'omalizumab, il est très efficace chez les asthmes sévères, par exemple, IgE médié, pas uniquement IgE médié d'ailleurs. Donc l'omalizumab doit faire autre chose que... des choses en cascade sur autre chose que les IgE. Et comment ? C'est un anticorps monoclonal qui se fixe sur le FC des IgE et les empêche d'aller se fixer sur leur récepteur. Donc c'est un espèce de piège. Donc cette thérapie génique, elle permet, mais l'omalizumab, il faut le donner de manière répétée, régulière aux patients pour bloquer leurs IgE et essayer de bloquer. L'indication actuelle, c'est asthme sévère, certains latex, je crois, et puis bientôt les cacahuètes. Mais c'est réservé aux réactions sévères. Mais donc, il y a une espèce de contrainte d'astreinte d'injection régulière. Et donc, les gens ça vient juste de sortir, cette histoire de thérapie génique, je pense que c'est effectivement un peu... peut-être un peu trop fort de mettre ce gène qui code pour un anticorps anti-IgE et de bloquer de manière définitive et violente et forte les IgE. Mais je crois me souvenir que dans cet article, il y avait du coup des problèmes infectieux parasitaires, puisque les IgE sont quand même importantes dans cette réponse anti-infectieuse. Donc oui, on a vu ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question. J'ai des questions rapides. Comment est-ce qu'on explique l'augmentation de la prévalence des phénomènes allergiques, que ce soit allergie alimentaire ou anaphylaxie, au-delà du fait qu'il faut peut-être mieux diagnostiquer? J'ai donné quelques éléments de réponse dans les diapositives sur la balance entre tolérance et anaphylaxie. Il y a l'hypothèse hygiéniste qui est avancée, qui est connue. Ça serait une différence dans notre environnement. Ce qu'on peut déjà dire tout de suite, c'est que, comme c'est récent, c'est probablement pas génétique. Enfin, c'est même certainement pas génétique. Après, est-ce que c'est juste l'environnement ou est-ce qu'il y a une étape épigénétique? Alors, je pense que vous avez peut-être un peu cette idée dans votre question. Pour le moment, il y a quelques éléments qui pourraient aller dans le sens de l'épigénétique, en particulier tout ce qui concerne la pollution. Mais il y a aussi des éléments qui ont été analysés en particulier par le groupe environnement, allergie-environnement, qui est la modification de l'allergénicité des allergènes, en particulier des pollens, par l'action des polluants, en particulier le diesel, les choses comme ça.
La modification de l'environnement bactérien, voilà, donc il y a un certain nombre d'hypothèses, mais ce ne sont pour le moment, enfin à ma connaissance, que des hypothèses, parce qu'il est extrêmement difficile d'arriver à le montrer par des études, hein, bien sûr. Voilà, enfin, je ne sais pas si j'ai répondu dans le sens que vous attendiez. Non, mais c'était une question naïve, parce qu'on avait déjà eu cette question pour les maladies dysimmunitaires en général, avec d'ailleurs souvent la théorie hygiéniste qui est avancée, mais c'est vrai qu'on n'identifie pas, et on peut se poser la question, au moins pour les allergies respiratoires, des effets de la pollution et autres. Et je trouve qu'on n'a pas beaucoup progressé là-dessus ces dernières années, alors qu'on voit en effet les événements augmenter. Il y a des effets adjuvants certainement de l'environnement qui agissent. Bon, il y a un autre élément pour l'allergie alimentaire, c'est que en fait la disponibilité, la variété des aliments a beaucoup augmenté aussi ces dernières années, puisque maintenant dans nos repas, on n'a pas des repas avec des fruits uniquement de saison et locaux, mais on mange les fruits du monde entier en toute saison. Enfin voilà. Donc ces éléments, je pense, jouent effectivement un rôle. Il y a la transformation des aliments aussi. Parce qu'en fait, on sait bien que lorsqu'on fait cuire un aliment, on modifie les allergènes. Ça peut être dans un sens de les détruire, mais ça peut être aussi dans un sens de modifier leur allergénicité. La modification par les industriels des aliments particuliers modifiant la présentation antigénique finalement de ces molécules, va peut-être créer des situations qui finalement vont augmenter la réponse IgE. Voilà, bon, on n'a pas de réponse précise, hein, ce sont des hypothèses. Je crois que Sylvie voulait... Non, je voulais juste dire qu'on sait tous ici qu'on a un super système immunitaire qui est capable de créer un répertoire énorme. Et donc, voilà, il est mis au défi de réagir contre tout ça, et il le fait. Et je pense que la diversité de l'alimentation, c'est très important, parce que la noix de cajou, par exemple, c'est devenu un problème très important dans les réactions allergiques. Il n'y a pas longtemps qu'on mange des noix de cajou, et ça n'existait pas avant. La noix de pécan aussi, c'est très récent dans notre alimentation, est très efficace pour donner les réactions anaphylactiques sévères. Oui, l'augmentation des allergies aux fruits à coque est extrêmement importante, en particulier chez les enfants. Et nous, on le voit parce qu'au niveau du laboratoire, dans les demandes de diagnostic, c'est devenu quelque chose de quasiment majoritaire à partir de 3-4 ans, ce qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Hein, franchement, voilà. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments, mais on n'a pas la synthèse, et surtout on n'a pas la mécanistique qui est sous-jacente. Peut-être que certains ont évoqué aussi une stimulation du système inné plus importante du fait de ces contacts divers avec des allergènes, mais on n'a pas la réponse précise. J'avais une question sur les effecteurs, parce qu'on a parlé donc mastocytes, basophiles, neutrophiles ensuite pour l'anaphylaxie. On ne parle pas du tout d'éosinophiles, alors que traditionnellement on dit que dans les allergies, il y a une hyperéosinophilie, donc c'est juste un marqueur, on va dire, qui pose la question d'une allergie, et ça n'intervient pas du tout dans l'allergie proprement dite. Je citerai l'exemple de l'œsophagite éosinophile, qui est un cas tout à fait particulier, qui est très probablement avec une composante génétique particulière, parce que c'est très rare, et puis c'est plutôt familial. Mais là, on a un remaniement au niveau de l'arbre bronchique par l'afflux des éosinophiles, donc qui ont un rôle tout à fait important, et donc qui participent à la constitution de l'asthme, et donc de la gravité et de la non-réversibilité du phénomène. Donc effectivement, mais les éosinophiles, en fait, ce sont les cellules qui vont lutter contre les helminthes, en particulier, enfin contre les parasitoses tissulaires. Donc on est dans la réponse, on serait dans une réponse entre guillemets normale de défense de l'organisme, contrairement à la réponse allergique. Je pense que Sylvie veut ajouter quelque chose. Non, juste dire que ces éosinophiles, bien sûr, c'est des effecteurs très importants, connus depuis longtemps, mais qui sont probablement activés par des médiateurs de l'inflammation, par des médiateurs de manière indirecte, pas par la notion Fc gamma récepteur, immunoglobuline, etc.
spécifique. Merci à vous deux. Je vous invite à prendre un verre avec nos orateurs avant de partir chez vous, de retourner dans vos laboratoires. Merci.